L'espionnage, l'image qui nous vient souvent en tête, c'est celle de l'agent secret dans une ruelle sombre, n'est-ce pas? Pourtant, aujourd'hui, le terrain de jeu a radicalement changé. On va voir ensemble comment on est passé de l'ombre à la lumière, celle des écrans. La vraie question, elle est là. Qu'est-ce qui différencie concrètement l'espion en trench coat qui attendait un contact secret de l'analyste qui aujourd'hui passe ses journées derrière un ordinateur? Allez, on décortique ça. Pour bien comprendre la révolution actuelle, il faut faire un petit retour en arrière. On va commencer par les fondamentaux, par ce qui a été le cœur du métier pendant des siècles, le renseignement d'origine humaine. Ce qu'on appelle dans le jargon l'UMINT. Alors, l'UMINT, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la plus vieille forme d'espionnage du monde. C'est l'art d'obtenir des informations par le contact direct, la discussion. C'est aller chercher ce qu'aucune technologie ne peut craquer, les intentions, les motivations, les secrets cachés dans l'esprit humain. Et donc, au cœur de l'UMINT, il n'y a pas de la technologie, il y a de la psychologie. Le but, ce n'est pas de forcer un coffre-fort, c'est de trouver la personne qui en possède la clé et de comprendre pourquoi elle serait prête à nous l'ouvrir. Et pour ça, les services de renseignement ont une sorte de grille de lecture. Un outil très connu, c'est l'acronyme MICE. C'est une façon de cartographier les vulnérabilités d'une cible. M pour monnaie, l'argent. I pour idéologie, la conviction. C pour compromise, c'est-à-dire le chantage. Et E pour ego, le besoin de se sentir important. Pour illustrer la puissance de l'idéologie, il y a un cas d'école absolument fascinant, les 5 de Cambridge. Imaginez, des membres de l'élite britannique qui, pendant des décennies, ont trahi leur pays pour l'Union soviétique. Pas pour l'argent, pas par peur, mais uniquement par conviction communiste. Ça vous montre à quel point une croyance peut être un moteur puissant. Le UMINT, c'est vraiment l'école de la patience. Bâtir une relation de confiance, ça peut prendre des années. Et pour communiquer, on est en plein film d'espionnage. On utilise des techniques comme les boîtes aux lettres mortes, des lieux secrets où on dépose des informations sans jamais se croiser. Mais voilà, ce monde patient, fait de chuchotements et de secrets, a été complètement bouleversé par la vague du numérique. C'est là qu'on bascule dans une toute nouvelle ère pour le renseignement. Regardez cette chronologie. Facebook arrive en 2004. Ça pose les bases. Mais le vrai déclic, l'électrochoc, ce sont les émeutes de Londres en 2011. D'un coup, les autorités sont noyées sous des millions de tweets, d'infos qui fusent de partout. Elles réalisent qu'elles n'ont aucun moyen de traiter ce flux. C'est là que tout le monde comprend qu'il faut une nouvelle approche. C'est comme ça qu'est né le SOCMINT, le renseignement d'origine des médias sociaux. La philosophie est radicalement différente. Si l'UMINT, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, le SOCMINT, lui, analyse la botte de foin tout entière, cet océan de données publiques que l'on génère tous les jours. Et pour avoir une idée de l'échelle, ce chiffre est parlant. 2,3 millions. C'est le nombre de messages et de publications analysés en temps réel pendant l'ouragan Harvey. Grâce à ça, on a pu mieux diriger les secours. Là, on ne parle plus de données abstraites, on parle d'un outil qui a permis de sauver des vies. Le changement de paradigme est donc total. On passe d'une conversation secrète avec une seule personne à l'écoute, du pool de millions d'individus en même temps. C'est un passage du 1 à 1 au 1 à plusieurs millions. Bon, on a donc ces deux approches. L'artisanat patient de l'UMINT et la puissance de feu du SOCMINT. Mais alors, est-ce que l'un a remplacé l'autre? Est-ce qu'ils s'opposent? Ou est-ce qu'au contraire, ils collaborent? Ce tableau y résume bien le match. UMINT, lent, peu de sources, mais une info très profonde et un risque physique pour les agents. SOCMINT, ultra rapide, des millions de sources, mais le risque, c'est la désinformation. C'est d'être noyé sous des fausses informations ou tout simplement trop de bruit. En fait, aujourd'hui, la frontière entre les deux est de plus en plus floue. Prenez un officier UMINT moderne. Son premier travail de repérage, il ne le fait plus forcément dans un cocktail d'ambassade. Non, il va sur LinkedIn. Il analyse des profils, des réseaux, des publications, à la recherche d'une faille, d'une frustration. Et à l'inverse, un analyste SOCMINT qui veut infiltrer un groupe privé sur Telegram ou WhatsApp, que fait-il? Il va utiliser une technique tout droit sortie de l'espionnage traditionnel, la fausse identité. Sauf qu'au lieu d'un faux passeport, il crée un faux profil en ligne, un SOC poupette comme on dit. C'est de l'UMINT, mais avec un clavier. Cette fusion de l'ancien et du nouveau, elle décuple les possibilités, c'est certain. Mais elle amène avec elle des défis absolument vertigineux. Et le défi numéro 1, la grande menace de notre époque, c'est celle-ci, la désinformation, et son arme la plus redoutable, les deepfakes. Réfléchissez-y, si on ne peut plus faire la différence entre une vraie vidéo et une fausse, entre une vraie conversation et une conversation générée, sur quoi peut-on encore s'appuyer? C'est le fondement même de la notion de preuve qui est attaqué. Face à ça, une véritable course à l'armement technologique a commencé. On développe des solutions pour authentifier les contenus, par exemple avec des technologies de type blockchain qui créent une sorte de certificat d'origine pour une image. On entraîne aussi des intelligences artificielles à devenir des expertes pour débusquer les faux.
Et finalement, ça nous ramène à notre point de départ. Malgré tous ces algorithmes, tous ces outils, au centre de tout, il reste un facteur clé, la confiance. Que cette confiance soit bâtie patiemment entre deux êtres humains ou qu'elle soit vérifiée par un certificat numérique, elle demeure l'actif le plus précieux. La technologie peut l'aider, mais elle ne la remplacera jamais. Et ça nous laisse avec une dernière question, un peu folle. À l'heure où l'intelligence artificielle devient capable non seulement d'analyser, mais aussi de prédire et même de manipuler, est-ce que l'espion du futur sera encore un humain ou est-ce que ce sera la machine elle-même? La question reste ouverte.